Mesdames et messieurs, voici Julien Dossier. Bonjour et je suis ravi d'être à Nancy avec vous aujourd'hui dans un moment important dans la vie du territoire avec cette étape que marque donc vraiment la mise en mouvement du PCAET. C'est la phase action qui est absolument passionnante et qui mobilise un différent niveau d'énergie. Pour la mise en œuvre, après la conception, maintenant mise en œuvre, on va chercher à rallier les énergies. Et c'est pour ça que je propose de faire équipe. Est-ce qu'on peut afficher ? Alors, je vais laisser Julien vous faire une présentation pendant une trentaine de minutes à peu près. Et puis ensuite, on reviendra pour poser quelques questions un peu plus précises sur le territoire. Et pour les dames qui n'ont pas pu poser leurs questions tout à l'heure, gardez-la en tête, on y reviendra. On aura le temps. À tout à l'heure. Donc voilà, je vous propose de faire équipe, mais en ayant conscience que c'est chaud. C'est chaud aux deux sens du terme. C'est chaud, vous vous souvenez des plus de 44 degrés 2022-2023. Vous savez quel est l'état de la température qui a pris un coup d'accélération à l'échelle mondiale sur 2023, des records historiques qui continuent. C'est chaud parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est chaud parce que c'est des enjeux vitaux et que le temps manque. Et on va revenir, on a eu l'occasion d'en parler, cette question de temps va être fondamentale dans notre discussion. Sur cette année olympique, on peut se réjouir du slogan plus haut, plus vite, mais moi je préfère plus grave à plus fort. Pour nous souvenir que la situation se dégrade de manière de plus en plus grave, de plus en plus vite, et que les impacts sont de plus en plus forts. Ce qui doit nous amener à comprendre pourquoi on perd. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on accepte de faire le diagnostic que nous échouons en matière d'écologie. On échoue à limiter les émissions de gaz à effet de serre, on échoue à enrayer la destruction de la biodiversité, on échoue à limiter la propagation de polluants éternels dans les écosystèmes dont on ne sait pas quoi faire, que ce soit le plastique ou les métabolites issus de la dégradation des produits chimiques qu'on met dans l'agriculture notamment. Donc on a besoin de comprendre pourquoi on échoue, et ça ne se joue pas que sur des questions de carbone dans telle ou telle filière industrielle ou énergétique. On a un gros problème de technosolutionnisme, avec des acteurs qui nous inventent des machines à stocker du carbone qui sont 1000 fois moins efficaces que les bisons, qui coûtent beaucoup plus cher et qui sont absolument pas prêtes et qui sont agitées comme des hochets pour nous faire croire qu'on a des solutions. Et c'est grave parce que pendant ce temps-là, les problèmes ils s'accélèrent. Pendant ce temps-là, on capte du capital qu'on affecte à des solutions qui n'en sont pas. Et c'est une forme d'indolence qui nous permet, nous, de considérer qu'on peut continuer plus ou moins comme on avait fait avant, parce que on nous parle de ces machines qui arrivent, on ne sait pas quand elles seront prêtes, et on ne sait pas si elles marcheront, et on ne sait pas si on aura les matériaux pour les déployer, et on ne sait pas si on aura les gens formés pour les utiliser, et on ne sait pas si ça sera pérenne dans le temps. Mais visiblement, ces questions-là ne dérangent personne, et on y va. Donc on a des vrais défis technologiques à surmonter, avec une forme d'exigence qu'on doit avoir par rapport à l'information qu'on reçoit. Cette information est-elle une opération de greenwashing déguisée, du déni, ou est-ce solide? Et on a des représentations qui nous posent problème, avec des modèles de production industrielle qui sont aujourd'hui questionnables. Faut-il autoriser ce genre de véhicules en ville, là où on organise la rencontre entre la partie vivante à gauche et la partie minérale à droite? C'est une question. Le conducteur ne voit pas l'enfant. Et la garde-corps fait que, en cas de contact, l'enfant meurt, parce que le point d'impact touche les fonctions vitales. Alors évidemment sur un enfant comme ça, mais l'évolution du gabarit des véhicules
montre que la ligne de choc des pare-brises, enfin des pare-chocs, pardon, n'est plus au niveau des tibias, mais touche le bas du ventre, là où on a des fonctions vitales. Donc faut-il autoriser ce genre de véhicule? Et reprenons un peu de recul sur l'état de la démocratie qui fait qu'on n'arrive toujours pas au Parlement à faire voter des lois interdisant ce genre de choses. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on considère comme acceptable démocratiquement que des décisions pareilles soient prises? On entend que l'État a fait le choix de telle filière énergétique. Sur quel mandat? Qui a donné le mandat à l'État pour faire ce genre de choses? Sur la base de quelle information scientifique l'État se fonde-t-il? C'est une vraie question démocratique. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu de débat qui a donné mandat à l'État pour faire ça. Et tout ça pour superbement aller chercher la baguette au coin de la rue. Hein. Donc on est incapable d'interdire la pub pour les SUV, on est incapable d'interdire la fabrication des SUV, on est incapable d'interdire les assurances pour les SUV, de mettre des pénalités dans les financements des crédits auto qu'on fait pour les SUV, tout ça parce qu'on a besoin d'un SUV pour acheter le pain. Donc on a des défis culturels, parce qu'effectivement aujourd'hui, ces défis culturels, ils font qu'on a des gens qui portent voix, 40 millions d'automobilistes, est très visible dans les médias. Chaque fois qu'il y a une mesure qui apparaît comme allant contre les stratégies de production de ces gros véhicules, hein, on entend parler de oui, c'est liberticide, etc., c'est pas bien, et puis l'emploi qui va avec, et le débat est plié. Donc on a besoin de prendre un peu de recul pour se dire on n'a plus le temps d'échouer. Là, on a atteint des seuils de criticité de température qui, aujourd'hui, ont déjà une interaction avec la sphère biophysique qui nous dépasse. On parle de méga-feu. Un Canadair ne sait pas éteindre un méga-feu. On ne sait pas faire. On ne sait pas arrêter la fonte du pergélisol dans le cercle polaire arctique. On n'a pas de solution pour empêcher la fonte des glaciers. La technologie n'est pas prête, ne sera pas adaptable à ces défis-là, qui sont déjà majeurs et à grande échelle, alors qu'on est à 1,2 degré de hausse moyenne des températures à l'échelle globale. Et en plus, on a un phénomène d'inquiétude supplémentaire qui est que ça s'aggrave, ça se réchauffe de plus en plus vite. Donc pour comprendre pourquoi on échoue, il faut qu'on fasse un peu de marketing, avec une segmentation pour pouvoir adapter notre message à différents types de publics. Voilà la matrice des personas, donc la segmentation sur laquelle on avait travaillé quand j'avais fait partie de l'équipe qui a écrit la stratégie de neutralité carbone pour la ville de Paris. Et moi, je dénonce l'idée qu'on raisonne en tonnes moyennes émises par habitant en France. C'est un parfait moyen de cacher les responsabilités des plus riches et de se cacher derrière son petit doigt. Parce que les émissions sont concentrées par ceux qui consomment le plus, et ceux qui consomment le plus sont ceux qui ont le plus de moyens. Ceux qui prennent l'avion, ceux qui ont des grandes maisons, ceux qui ont des voitures puissantes, ceux qui mangent beaucoup de viande, ceux qui achètent beaucoup d'équipements, d'électronique, de vêtements, etc. Ce n'est pas les pauvres. Et les pauvres, ils sont en dessous de 2 tonnes. Et les pauvres, on leur dit, attention, c'est pas bien, comportement individuel, on les responsabilise, on les culpabilise, on leur parle de comportements qui ne les concernent pas, et sans surprise, on s'étonne après quand même qu'ils ne soient pas d'accord, qu'ils soient en colère. Donc on a besoin de segmenter les messages, on ne peut pas émettre un message uniforme pour tout le monde, il va falloir qu'on prenne la mesure des arguments pour les uns, pour les autres, qui doivent être pertinents. Ici, on a donc des familles émettrices par défaut, des gens qui ont des bonnes raisons, des bonnes valeurs pour agir, mais la faute n'a pas de chance, elles émettent. Alors, on a dans les favorisés, ces milieux CSP+, qui peuvent aller à Fès pour un festival de musique sacrée. C'est important dans l'éveil des consciences, et il faut avoir le contact avec ce genre de stimulation culturelle et intellectuelle. Mais c'est à Fès, donc on y va en avion. De l'autre, on a Martine, une contrainte, qui est une mère célibataire, qui travaille en horaire décalé,
Là, c'était Paris, donc elle travaillait dans un hôpital qui est en périphérie. Elle doit être à son poste à 5 h du matin. Donc, elle y va en bagnole diesel, même si à la maison, elle applique des principes de sobriété, etc. Donc, on voit que la contrainte, les familles émettrices par défaut, ce n'est pas toujours pour les mêmes raisons qu'on émet par défaut. Par ailleurs, on a des gens qui sont sobres par défaut, qui n'ont pas choisi d'être sobres, mais qui le sont, et qui ont des pratiques qui leur imposent des actions qui sont finalement contraires à leurs valeurs. Là, on a l'exemple d'une personne modeste, Thierry, qui a été licencié après avoir travaillé dans l'industrie et qui n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir de nouveau se faire des barbecues avec ses copains et manger de la viande rouge. Et puis, il n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir reprendre une voiture parce qu'il n'en a plus, parce qu'il a dû la vendre, parce qu'il n'avait plus les moyens de mettre du diesel dedans. Donc, des gens qui sont dans la sobriété subie, c'est pas la même chose. On ne peut pas leur proposer le même message de sobriété quand ils la subissent et qu'ils la voient comme un rappel à une condition qui les enfonce. On a des gens qui sont des émetteurs par choix. Des gens qui disent bah oui, si on ne peut pas se garer devant chez moi, c'est insupportable, ça ne va pas du tout. Ou d'autres qui disent un changement climatique, le problème, non mais pas chez moi, donc où est le problème? Ah oui, ils meurent là-bas en Afrique. Bah oui, mais c'est les Africains. Moi, je ne meurs pas. Donc, où est le problème? Hein, n'est-ce pas? Pourquoi se soucier de ce genre de choses? Puis, il y a des gens qui sont des militants, mais qui sont encore une partie de la population. Donc, on voit qu'on ne réagit pas les uns les autres aux mêmes stimuli. On va avoir d'un côté besoin de démonstration, mais faire une démonstration rationnelle de l'intérêt de la pratique du vélo à quelqu'un qui a par défaut l'habitude et le statut de se déplacer en SUV pour acheter sa baguette de pain, là, ce n'est pas par la raison qu'on va convaincre cette personne. Ce n'est pas un comportement rationnel, donc la démonstration ne peut pas être rationnelle. Et vice-versa, on a besoin de solutions aussi pour le ventre mou, les pragmatiques, probablement vous et moi. On achète bio quand on en vend bio, mais s'il n'y a pas de bio, ben on n'achète pas bio. C'est comme ça. Voilà. Parce que, ah bah oui, on faisait le point hier sur les biocopes, il n'y en a pas à tous les 50 mètres des biocopes. Donc quand il n'y en a pas, ben on va chez Lidl. Bon, on fait avec. Mais, donc on a là un enjeu d'adaptation et de segmentation pour surtout cesser de s'occuper de la moyenne. La moyenne n'est pas pertinente pour piloter un programme de transition écologique. La moyenne par tête de pipe n'est pas pertinente. Donc surtout, ça c'est un message sur lequel j'insiste, segmenter. Et un deuxième message dont on a un peu parlé dans la table ronde précédente, qui est une question de méthode, où on peut repartir des travaux de l'IPBES, en anglais, International Platform on Biodiversity and Ecosystems, en français, la plateforme internationale pour la biodiversité et les écosystèmes, qui est le pendant scientifique du GIEC, donc ce groupe de scientifiques internationaux qui fait des synthèses de travaux scientifiques dans deux grands domaines de connaissances, la biodiversité pour l'IPBES, le climat pour le GIEC. Donc nous, on est biberonnés à une lecture climat, parce que c'est ce qu'on a pu observer, quantifier, mesurer. On sait mesurer des températures, on sait mesurer des accumulations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, différents gaz à effet de serre, on sait établir des tables d'équivalence entre le méthane, entre le CO2, et on sait calculer les différentes vitesses de dégradation de ces molécules dans l'atmosphère, etc. Et de l'autre côté, on voit émerger de plus en plus les questions de biodiversité. Et quand on modélise, on se dit on va agir sur le climat, quelle est l'incidence de cette action climat sur la biodiversité? Tout va bien, on va avoir, dans 2 cas sur 3, des flèches bleues qui montrent que ça va bien, mais 1 cas sur 3, des flèches rouges qui montrent que agir pour le climat aggrave la crise de la biodiversité. Vu l'état des écosystèmes, ceci n'est pas une bonne idée. A contrario, quand on part de la biodiversité et qu'on mesure l'incidence sur le climat,
Et à gauche, à droite, en haut, en bas, ce sont les mêmes listes. C'est juste une question d'ordre. Dans quel ordre on les traite? En bas, on voit que dans 9 cas sur 10, agir sur la biodiversité a une incidence positive sur le climat. 1 cas sur 10, ce n'est pas le cas. Comme on doit traiter les deux, on va faire un vote. Qui veut partir par le climat? Qui veut partir par la biodiversité? Merci de ce vote. Unanimité. Voilà. Hein? C'est démocratique, hein, on a dit que c'était démocratique. Donc, mais ce point-là, il est essentiel en fait. On va avoir besoin d'entraîner nos cerveaux à dire « mon activité est-elle au service de la régénération du vivant ?» avant de se poser la question « mon activité est-elle sobre en carbone ou pas ?» Parce que on a vraiment besoin de se donner comme but la régénération du vivant, comme moyen la réduction de la consommation de ressources et la production de déchets, et comme outil de mesure, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui est le juge de paix du reste. Les enjeux climat sont la résultante de ce qui se passe par ailleurs. Et donc j'ai insisté sur les enjeux sociétaux, qui nous montrent que ceci est un mélange de responsabilité individuelle, d'organisation de la vie économique, de l'organisation politique, qu'on est dans un écosystème. J'insiste là ici sur le but qui est la vie. S'il n'y a pas de vie, ça ne sert à rien d'avoir des systèmes énergétiques bas carbone. Donc il faut partir de la vie. Dans cette vie, on va minimiser nos perturbations des systèmes, donc on va réduire la consommation de ressources, et on va le faire au rythme de l'urgence climatique qui est là. Il ne s'agit absolument pas de la nier. Partons de là. Ayons en tête les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Moi, j'ai en tête quand même des chiffres qui sont un peu différents de ceux qui ont été évoqués tout à l'heure autour de la table. J'ai en tête moins 55% en 2030. J'ai plutôt entendu des moins 23 ou des moins 38%. Attention au fait qu'aujourd'hui, on soit encore en situation d'accepter et de voter des objectifs qui sont en deçà de ce qui est attendu de nous. C'est une question. Est-ce qu'on a fait suffisamment d'efforts quand nos modèles, au final, nous permettent d'atteindre un objectif, mais qui n'est pas celui de la trajectoire de réduction des émissions cohérente ou alignée avec les objectifs de la COP21 qui visent encore aujourd'hui à rester très nettement en dessous de 2 degrés. La fenêtre de tir se referme, mais nous avons les moyens aujourd'hui pour éviter que ça empire. C'est peut-être comme ça qu'on peut résumer. L'autre point sur lequel je voudrais insister ici dans ce point, c'est ce qu'on sait s'arrêter. Un des enjeux qu'on a, et on l'a entendu tout à l'heure, c'est nous héritons d'un système qui n'est pas le bon. C'est pas par hasard qu'on a un problème écologique. On a un système de production industrielle, une organisation de la société qui n'est pas le bon. Donc il ne s'agit pas simplement de faire émerger des nouvelles choses, parce qu'on risquerait simplement de faire de l'additionnalité d'équipements et de consommer des ressources et de l'énergie et d'émettre des gaz à effet de serre sans régler le problème sous-jacent. On doit apprendre à fermer, on doit apprendre à arrêter, on doit apprendre à stopper. J'ai en tête la question qui se pose aux industriels fournisseurs de l'industrie pétrolière, et on a eu hier l'AG de Total, qui aujourd'hui communique sur le fait ma bonne dame, c'est pas ma faute, il y a de la demande, alors je produis. Donc Total justifie l'augmentation de ses investissements dans les capacités de production d'hydrocarbures. Parfaitement inacceptable ou incohérent avec les données scientifiques. IEA, GIEC, tout ça, tout le monde dit, et on le sait, pas d'extraction supplémentaire de pétrole, pas d'extraction supplémentaire de gaz. Quid de la chaîne industrielle qui fournit les équipements nécessaires à l'extraction pétrolière? Pouvons-nous aujourd'hui arrêter de fournir Total dans ce qui permet à Total de faire de l'extraction? Si Total n'a plus de fournisseurs, Total ne pourra plus tenir ce discours auprès de ses actionnaires en disant
Peut-être que ma stratégie industrielle n'est pas la bonne. Et là, on voit qu'on a peut-être des marges de manœuvre dans notre volonté, dans notre engagement, dans notre capacité à dire stop. Et là, on a besoin de solidarité. Mais on a aussi besoin d'imaginaire. Je voudrais partager cette représentation que la NASA a choisie pour illustrer la planète Terre. Un poster pour chaque planète du système solaire. Et voilà ce qu'ils disent pour la Terre. Vous êtes peut-être un peu loin, donc je vais lire le texte et je vais le traduire en même temps. Terre, votre oasis dans l'espace, où l'air est gratos et respirer est fastoche. Venant de la NASA, ça veut dire beaucoup de choses. Parce que imaginez tout ce que la NASA doit mettre en place pour reproduire ça sur la Lune. Je ne sais pas si vous avez lu Siècle bleu de Jean-Pierre Gou et sa dernière version, son dernier opus qui s'appelle La petite princesse. Vous rentrerez un peu dans l'imaginaire technique de comment est-ce qu'on assure la vie humaine sur la Lune. Ce n'est pas très pratique. Et ça coûte cher. Donc là, on voit que pour la NASA, finalement, l'urgence, c'est en dessous de nos pieds. Donc on n'a pas besoin de grandes fusées, etc. pour la conquête spatiale. On l'a conquise, notre planète. C'est elle qui nous importe. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire au service de cette vision-là? Et on revient sur la prééminence d'agir pour le vivant. Agir pour le vivant, c'est le cadre qui doit nous permettre de renforcer les moyens au service de cette vision-là. Donc cette question d'imaginaire, il faut qu'on y travaille. Il faut qu'on investisse les champs des possibles, qu'on se questionne sur les scénarios qui peuvent mener à des résultats positifs, qui permettent de cocher plusieurs cases. Oui, il va falloir trouver des leviers d'action qui vont être multifactoriels. On entendait l'université appeler à l'interdisciplinarité, et je pense que l'industrie doit aussi apprendre l'interdisciplinarité et la multifactorialité dans la résolution de ces problèmes. Alors, pour une question d'imaginaire, moi j'ai fait une petite découverte en 2010. Je suis tombé sur une fresque qui s'appelle la fresque de l'allégorie des effets du bon et du mauvais gouvernement. Moi je me suis intéressé à la partie bon gouvernement. Et si aujourd'hui vous entendez parler de fresques et de gens qui sont des fresqueurs, c'est qu'il y a à la base une fresque. Et donc cette fresque, la voilà, elle est à Sienne. C'est le Palazzo Pubblico, donc la mairie de Sienne, dans lequel le gouvernement de Sienne, en 1338, a demandé à un peintre, Ambrogio Lorenzetti, de représenter une alternative. À gauche, un monde qui s'effondre. À droite, un monde qui va bien. Au milieu, notre miroir, la question démocratique, le gouvernement. Et cette pièce nous aide à comprendre en fait ce qui se joue. Ce n'est pas seulement le gouvernement là-bas qui décide pour nous. Certes, il nous surplombe. Mais c'est aussi nous, au centre de la pièce, par notre comportement, qui façonnons les effets du gouvernement, bons ou mauvais, et qui choisissons et qui produisons ce gouvernement. Donc le gouvernement n'est pas une excuse pour justifier ce que nous faisons. Il est le reflet de ce que nous faisons, et ce que nous faisons est le reflet du gouvernement. Donc on a un choix à faire. Un choix, à quoi contribuons-nous? Est-ce qu'on contribue à alimenter la version de la destruction qui est sur le pan gauche, ou est-ce qu'on choisit comme mission de participer à la régénération, et là je parle de renaissance écologique vient de là, à la régénération, l'émergence d'un nouveau cadre qui va permettre de produire de la résilience, du bien-être et assurer la pérennité de notre espèce sur Terre, ce qui n'est pas aujourd'hui assuré. Donc partant de la Renaissance, partant de cette fresque, j'ai souhaité la rendre plus facile à comprendre parce qu'à l'époque, c'était un autre système socio-technique. Les fonctions sont les mêmes, mais le cadre a changé. Donc pour rendre cette lecture plus facile, j'ai fait faire un dessin, un calque, sur la représentation de Lorenzetti. Et vous voyez que c'est exactement la même représentation. Pour moitié à gauche, grosso modo la ville, pour moitié à droite, grosso modo la campagne, avec des groupes humains en bas, avec des bâtiments qui sont aux mêmes endroits, des formes de collines qui sont aux mêmes endroits, les formes de segmentation de la ville, campagne qui sont au même endroit, qui ont la même forme, etc. Et pour rendre l'image plus lisible, parce que je sais qu'elle est difficile à lire quand on est au fond de la salle,
je vous propose un zoom pour partir, là encore, de l'infrastructure biologique. C'est le socle. On part de là, agir pour le vivant, et on va retrouver des ingrédients du territoire. J'évoque ici la Cité des paysages de Sion, où j'étais hier, et qui a pour moi une résonance particulière. C'est là où j'ai présenté le premier tirage de ce travail en janvier 2016, et ce qui m'a permis de rencontrer Jean-Jacques, je ne sais pas où il est, Jean-Jacques Rime. À l'époque, c'était l'occasion d'un colloque des paysagistes de l'après-pétrole, dont je fais partie. Et ben, on retrouve finalement là les forêts vosgiennes, on retrouve la question de la biodiversité et de la coexistence avec le vivant. C'était un point que vous avez soulevé, hein, Guylain, avec peut-être une réappropriation de notre place dans le vivant, de ne pas séparer l'homme et le vivant et de dire nous sommes dedans en fait, on n'est pas à côté. C'était une question qui me venait à l'esprit en vous écoutant tout à l'heure. Les questions des énergies, et ici on est dans un système renouvelable où on assume qu'il manque d'autres formes d'énergie. J'ai choisi de présenter un système pérenne et résilient. On peut en rajouter d'autres, mais ça marche. Donc, on a un système agroécologique qui montre une organisation de la production agricole, mais pas que, avec aussi une production d'énergie intégrée au cycle de l'activité agricole, ce qui permet d'optimiser la captation du rayonnement solaire à l'hectare pour produire pas seulement des calories, qui est une forme d'énergie qu'on va consommer, pas seulement des kilowattheures sous forme d'électricité, et pas seulement non plus des British Thermal Units, qui est l'unité qu'on utilise pour quantifier la production de gaz, qui pourra peut-être donner lieu à être issue de la méthanisation, et en tout cas représente 3 différentes formes d'énergie qui viennent finalement des mêmes terrains. Donc, on en parlait hier en petit comité dans une réunion de préparation. À l'échelle d'un territoire, moi je vous invite, quand vous êtes à l'échelle du PCAET, tout de suite à faire le lien avec le PAT, le plan alimentaire territorial. Un plan alimentaire territorial, c'est une forme de plan climat, air, énergie territorial dans le registre de la biomasse, en lien avec les sols, en lien avec l'eau, en lien avec les écosystèmes, en lien avec les surfaces, qui est vraiment le pendant. On pourrait dire que ces deux mêmes exercices, l'un se mesure en kilowattheures ou en tonnes d'équivalent carbone, c'est le PCAET, et l'autre se mesure en calories, c'est le PAT. Mais finalement, ce sont les mêmes exercices. Et je vous encourage à les mener conjointement. Justement, si on veut aboutir à agir pour le vivant, on va avoir besoin de les mener ensemble. On va maintenant aborder le deuxième pan de cette représentation, le cœur du réacteur. Là, j'assume ce terme-là. C'est l'économie. C'est l'interaction entre les flux de personnes et de marchandises qui se joue dans les franges des villes. Là où on a d'une part accès à la population et d'autre part accès aux matières premières qui viennent nourrir les sites industriels. Heureusement que l'industrie est là, elle permet d'assurer la puissance et la résilience des systèmes urbains dans lesquels nous vivons. Il faut de l'industrie, il faut de l'emploi, il faut des machines, il faut de la puissance, parce qu'on a besoin aujourd'hui de nous équiper à grande échelle, très vite, d'une nouvelle infrastructure pour qu'elle se substitue le plus vite possible à ce monde dont nous héritons et qui n'est pas le bon. Donc vive l'industrie. Vive la grosse industrie capable de produire beaucoup rapidement. Et je suis d'accord, il y a des questions de choix. Et j'espère qu'on ne se trompe pas dans nos choix. Parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas le loisir de se tromper et de dire ah ben, finalement, ce n'était pas le bon. Donc c'est pour nous amener ici à chercher des ingrédients de notre action collective sur la mobilité, qui va ici être un arbitrage entre l'usage des sols, et merci à SPI de rappeler l'importance de ces chantiers de génie civil. Quelle place donnons-nous à la transformation de nos infrastructures routières par rapport à la préservation de nos écosystèmes? Alors je dézoome, mais vous avez tous en tête le débat qui se porte autour de l'A69 entre Toulouse et Castres. Voilà un parfait exemple d'arbitrage, de conflit d'usage entre des gens qui disent qu'il faut des nouvelles infrastructures pour assurer la survie du territoire, d'autres qui disent ben non, en fait la survie du territoire, c'est les écosystèmes, et si vous construisez dessus, il n'y a plus d'écosystèmes, donc il n'y aura pas de survie. Donc on se retrouve dans une question de l'arbitrage, avec des enjeux de gouvernance, des enjeux politiques, qui sont le reflet
de cet engagement mutuel. Le texte ici dit « cheminer sans peur et librement, semer et travailler, tant qu'une telle commune maintiendra ce bon gouvernement, vous êtes protégés des malheurs ». On pourrait dire que c'est le résumé du PCAET, c'est l'avantage de la sobriété en mots, des textes qu'on peut tous comprendre, et qui montrent cet engagement mutuel. C'est cheminer et travailler, semer, ce sont des injonctions qui nous sont faites par le gouvernement, mais en même temps, notre action est la garantie de la production d'un bon gouvernement qui va en retour nous protéger des malheurs. On peut s'interroger sur le gouvernement actuel, nous protège-t-il des malheurs? Je m'interroge. L'industrie ici est essentielle, elle doit changer avec des questions d'énergie et de stockage alimentaire qui sont présentées ici au même titre, une évolution des comportements qui suppose une proximité pour qu'on en parle. On a besoin de faire vivre ces sujets-là et de ne pas les imposer de manière théorique. Ayons plaisir à prendre un bon moment ensemble, à se mettre autour d'une table, à faire la fête. Et j'y reviendrai. On a besoin de se parler, on a besoin de passer du temps, et donc plus on passe du temps avec ses voisins, plus c'est sobre en moyen de transport, puisque c'est les voisins. Donc on n'a pas besoin d'un SUV pour aller voir les voisins. On peut marcher ou on peut prendre un vélo. Vous voyez, ça va ensemble, les usages off-demande. La petite industrie qui vient compléter la grosse, qui permet de réimplanter en ville des fonctions de transformation de la matière, et si possible de valorisation de l'existant. On voit qu'on a des enjeux de construction qui doivent se substituer de certains modes constructifs pour en choisir d'autres, mais qui doivent aussi relever d'une évolution des comportements, de l'apprentissage, de la formation, aussi bien dans les corps de métier que dans les usages. Apprendre un usage bioclimatique d'un bâtiment. Oui, il faudra peut-être à un moment donné avoir des volets intérieurs, les ouvrir, les fermer. Oui, il faudra peut-être des persiennes ou des volets en toile à l'extérieur pour couper le rayonnement solaire et éviter qu'ils viennent chauffer le vitrage avant qu'on se pose la question du double vitrage, etc. etc. Donc on a besoin aussi de transformer la matière de manière plus vertueuse. J'y reviens, faire la fête. Et dans ces fêtes, on l'a vu ce matin, on a eu l'occasion de goûter des produits locaux avec des circuits courts. On était peut-être quelques-uns à avoir nos petits contenants. Qui a apporté son gobelet? Bon, on était quelques-uns, il y avait au moins le mien. Mais la prochaine fois, vous pourrez dire, tiens, je vais à un événement, j'ai un gobelet dans ma poche. C'est facile, hein. Franchement, c'est pas très compliqué. Et ce genre de choses, multiplié par le nombre d'événements qu'on organise, et j'en parle maintenant parce qu'on a les fêtes d'école qui vont avoir lieu à la fin de l'année. Les fêtes d'école sont un prodigieux environnement pour parler du PCAET. Je vous encourage à faire passer le message et à préparer des animations sympathiques au moment des fêtes d'école. La question des modes de transport et des financements associés avec des questions d'investissement pour une infrastructure publique. La question de la solidarité. On a besoin aujourd'hui d'engager un mouvement de masse, pas simplement d'experts. Et merci à l'université de former. Donc vous formez 15 000 étudiants par an, c'est ça? 15 000. Ouais, donc il y a un flux annuel de 15 000 plus. Ben, merci de participer à la massification de la connaissance. Merci à l'implication de masse. Et tous ne seront pas experts de l'écologie parmi ces 15 000, mais notre niveau de culture générale sur le sujet doit s'élever pour qu'on puisse être plus nombreux à participer, à trouver notre place dans cet équilibre, à avoir des alignements avec nos valeurs, avec nos pratiques individuelles les plus intimes. Chérie, on ferme la fenêtre ou pas? C'est moi qui parle avec la voix de Fluel le soir. Et donc, des questions comme ça, le thermostat à la maison, c'est une question individuelle. Quelquefois, on la subit quand on est en logement collectif, mais c'est pour donner le sens du message. Donc là, on a à nous une représentation qui nous montre des choses qui marchent. Je n'ai rien inventé, je suis simplement parti de photos pour toutes les zones de cette image qui nous rassurent parce que tout existe. Et ça, c'est un point sur lequel je veux insister. Dans la mise en œuvre d'un PCAET, vous avez tout ce qu'il faut
Tout existe. On n'a pas besoin d'inventer la machine volante à couper le beurre. On n'en aura pas besoin. Donc, on est dans un enjeu de déploiement. Et ce qui nous amène à poser la question d'un programme et d'une temporalité. Une des questions qui était posée, c'était comment accélérer et gagner en impact. Une façon d'accélérer et gagner en impact, c'est d'organiser par la programmation le déploiement de nos actions entre du 0-1 an, 1-5 ans, 5-10 ans. On ne fait pas les mêmes choses à différents horizons de temps. À 0-1 an, on est dans le registre de la demande, des petites choses, des engagements qu'on peut prendre immédiatement et qui auront un impact à l'échelle de l'individu, de la famille, de nos amis, à vos souhaits. Et à l'échelle de 1-5 ans, on est à l'échelle de l'entreprise, de l'association, de l'école, du quartier, peut-être de la collectivité, voire de l'agglo. Et sur du 5-10 ans, on est sur des tendances sociétales de plus long terme, sur une évolution réglementaire, sur une évolution culturelle, sur une transformation de l'appareil industriel, des modèles économiques, de l'infrastructure biologique, qui vont prendre du temps. Et justement, cette façon de planifier de l'action qui relève de la demande en jaune, des actions qui relèvent de l'offre en bleu, et vous êtes bon coloriste, et vous savez quand on mélange le jaune et le bleu, ça ne fait pas que de l'Ukraine, ça fait aussi du vert. Donc on va vers un avenir plus vert quand on allie le jaune et le bleu, vive l'Ukraine. Et c'est aussi le courage de l'Ukraine que je vais évoquer avec ce code couleur sur la rencontre entre l'offre et la demande. Alors tout ça c'est très théorique, j'en ai conscience. Et c'est un plan. Et du plan à la réalité, j'ai voulu montrer qu'il était possible d'agir. Donc en impact, j'ai souhaité l'année dernière produire une matérialisation, une version 3D de ce que vous voyez là. Vous reconnaissez une voiture avec une remorque dans le dessin en haut. Je l'avais fait dessiner en 2015. Et en 2023, vous reconnaissez une voiture avec une remorque. Et c'est pour ça que je l'ai fait fabriquer. Et c'est aussi pour ça que ce matin, vous avez vu la Grosalie, toute rose, toute belle, sortie de son atelier de peinture. Pas encore électrifiée, mais ça sera fait la semaine prochaine. C'est aussi pour vous donner un exemple de temporalité de projet industriel. La Grosalie, il faut 8 heures pour l'assembler, celle que vous avez vue tout à l'heure. Une fois que le châssis est soudé, ce qu'il faut rajouter dessus pour passer du châssis au véhicule qui roule, c'est 8 heures de travail. Donc ça va vite. Ça veut dire que dans l'année, là il nous reste au moins 180 jours, vous pouvez imaginer 180 Grosalie qui seront fabriqués d'ici la fin de l'année. La Grosalie, elle est fabriquée à Praille, au pied de la colline de Sion. Donc c'est dans notre territoire que l'innovation émerge. Moi, ce projet, je l'ai monté, tel que vous voyez en bas, en 179 jours. Le 24 février 2023, j'étais en réunion avec des clients et partenaires, et je faisais le bilan d'une action qu'on avait menée ensemble en 2022. J'avais dit, cette année, je vais partir de Concarneau le 15 juillet, arriver à Arles le 21 août pour l'ouverture du festival Agir pour le vivant. Je ferai 24 étapes et j'appellerai mon projet la Diagonale du Plein, parce que je croise dans ce parcours la fameuse Diagonale du Vide, qui est traumatisante pour plein de gens. Donc j'ai appelé ça la Diagonale du Plein. Et cette Diagonale du Plein m'a permis de faire 24 haltes pour aborder chacune des zones que vous avez vues dans la fresque et de transformer ma remorque en musée mobile. Ce qui vous permet de voir la méthode, de reboucler la boucle et d'attirer finalement des gens et de susciter la joie autour, à vos souhaits, de ce gabarit pour mettre en scène l'innovation rapide qu'on a pu concevoir très vite. Donc 179 jours, c'est entre le cahier des charges et l'arrivée à Arles. Au milieu, il a fallu sélectionner des fournisseurs, passer commande, faire fabriquer, assembler, adapter, recruter une équipe, lever un budget, créer un site web, une stratégie de communication, ouvrir des réseaux sociaux, animer une communauté, programmer un itinéraire, expliquer aux enfants ce qu'ils allaient faire cet été avec leur papa, etc. etc. Et donc, cette diagonale, vous avez un QR code si vous voulez en savoir plus, c'était une opération de démonstration de la possibilité d'aller beaucoup plus vite avec de l'impact immédiat auprès de tout le monde, quelles que soient les personnes que j'ai rencontrées. Je me suis fixé une règle de faire 50 km par jour, ce qui fait que j'arrivais chez des endroits qui n'étaient pas forcément que des champions de l'action écologique. C'est pas grave, on a discuté. Et je suis passé par des petits villages, Buisson, 300 habitants, ou des grandes villes, Lyon. Et à chaque fois,
on a créé des interactions. À chaque fois, l'objet a attiré du monde. À chaque fois, l'objet a suscité la prise de conscience que oui, c'est possible, que les technologies qui sont mobilisées pour fabriquer ce genre de véhicules, c'est simple, et qu'on les a tous partout, y compris à Buisson, 300 habitants. Il y a quelqu'un qui sait souder, donc qui sait produire exactement la même chose que ce que j'ai utilisé, et on arrive au résultat. Je voudrais aussi vous partager pour moi le résultat social qui montre qu'on peut parler d'écologie en milieu populaire. Ça marche. Là, j'étais à Saint-Julien-sur-Cher, 800 habitants, pas un commerce. Je suis arrivé le jour de la fête. Il y avait la brocante, la buvette, les boulistes. Et là, j'avais pendant 20 minutes, à chaque fois, des gens qui venaient prendre du temps et comprendre, et poser des questions, et s'enthousiasmer. Et pour moi, c'était la validation de l'intérêt de ce projet-là. On donne de l'espoir, on y va. Là, on retrouve les 24 étapes, chacune abordant une thématique. Donc, on peut faire de l'éducation populaire, on peut faire de la sensibilisation sur du fond, argumenter avec des données scientifiques, on peut transmettre cette connaissance, on peut adapter cette connaissance à chacun avec son niveau de maturation, de préparation, avec chacun ses contraintes. Tout ça, ça marche et ça nous montre qu'aujourd'hui, pour faire vivre un engagement, pour passer à l'action sur les plans climat, et notamment le plan climat, air, énergie, territoire du Grand Nancy, on a besoin d'une approche multidisciplinaire, multifactorielle, qui va nous permettre de couvrir tous ces sujets. C'est beaucoup de travail, il nous faut un plan. Ce plan, on peut le résumer avec 3 notions clés, je reviens dessus. Agir pour le vivant, on part de là. Penser au jardinier, celui qui va à la fois planifier son plan de culture, mais aussi s'adapter rapidement aux épisodes de grande pluie ou de grêle ou de canicule. Agir pour la sobriété, les moyens au service de agir pour le vivant. Et là, penser aux pompiers. La sobriété, c'est le pompier. Il n'a pas 36 camions, il en a un. Il n'a pas 36 minutes, il en a 3. Et il n'a pas 36 mètres cubes d'eau, il en a 2. Donc, il doit faire avec. Donc, il doit anticiper, il doit connaître les lieux, il doit préparer sa connaissance du territoire, il doit anticiper les gestes, il doit entretenir et maintenir son système. La sobriété, c'est tout un système, ce n'est pas simplement réduire la consommation d'énergie à la maison en débranchant le chargeur de téléphone. C'est agir ensemble. Le climat, on n'y arrivera que si on unit nos forces, on agit ensemble. On a besoin de cette figure de l'entrepreneur pour relever des défis, pour oser penser différemment, pour affronter des obstacles et les relever. On a besoin d'unir nos forces, là encore, et de méthodes pour mettre en œuvre ces projets-là dans une forme d'urgence, avec les contraintes de l'urgence. Donc là, je vous présente ce que j'ai résumé et qui m'a permis de tenir ces 179 jours. On pourrait y revenir, mais je les évoque. 8 principes de design de l'urgence dans la conception des projets, des produits en haut, avec des principes de légèreté, de simplicité, de réparabilité, etc. Au milieu, 8 principes de design projet. Comment on s'organise? Il faut la planification de la logistique, de l'adaptabilité, etc. Et enfin, 8 principes de design de comportement. C'est aussi une façon d'être. Et je termine par la joie, que j'aborde dans le livre, ici, Renaissance écologique, mais que je voudrais vous illustrer par ce que j'ai vécu hier après-midi sur la... zut, ça a été trop vite. Sur la colline de Sion. Alors, est-ce que ça se lance? Devant nous, qu'est-ce qui nous bloque le chemin là? Un petit dum-dum métallier d'or. Regarde cette belle route sinueuse. Et nous, on est dans une grosse allée. Là, c'est la petite allée. C'est bon ça? Voilà, moi je pense que le fait de passer à l'action apporte de la joie, le fait d'avoir de la joie communique de la joie, le fait d'avoir de la joie donne de l'énergie et permet de passer à l'action. Merci beaucoup. Merci beaucoup Julien pour cette présentation. Là, vous nous avez présenté la Grosalie, on l'a vu dans la cour et tout. Mais est-ce que vous pourriez nous donner peut-être un autre exemple d'action concrète qu'on peut mettre en place sur un territoire? Là, voilà, on est avec un public d'acteurs, de corps intermédiaires. Donc, un exemple qui puisse répondre, on a bien compris la liaison, à la fois à l'effondrement de la biodiversité, puisque c'est votre priorité, l'un en premier, enfin l'un impacte l'autre, et aux défis climatiques.
Je pense qu'on peut mettre des clauses dans tous les achats publics ou privés pour l'alimentation collective pour aller visiter les lieux de production de l'alimentation qu'on achète. C'est une clause qui est légale, qu'on a le droit de mettre dans les cahiers des charges. C'est une excellente façon de donner le marché à des producteurs locaux qui vont nous livrer des produits bruts. C'est un levier immédiat pour alimenter une dynamique de transformation des productions agricoles de proximité. C'est un levier pour réduire les distances et maintenir le frais dans l'approvisionnement. Et c'est un levier pour qu'on puisse aujourd'hui se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut augmenter la valeur qu'on crée à l'hectare et sortir de cette spirale de suicide dans l'agriculture. On a besoin de l'agriculteur pour nous nourrir. S'il se suicide, on va avoir un gros problème. Donc il faut qu'on leur donne de l'espoir. Une façon de leur donner de l'espoir, c'est de bien les payer. Une façon de bien les payer, c'est de valoriser les externalités positives qui vont être associées à leur culture et leur pratique agricole. Et ça, on peut le valoriser dans nos cahiers des charges. On peut le valoriser dans ce qu'on mange, mais pas tellement à l'échelle individuelle. Vraiment, travaillons à l'échelle collective. Les cantines scolaires, les restaurants d'entreprise, la restauration, l'hôtellerie. Ces 4 postes-là sont très structurants pour pouvoir entreprendre une dynamique de transformation des pratiques agricoles dans une logique de qualité de relation de territoire. Et pour moi, ça, c'est une mesure simple qui permet d'enclencher une dynamique et d'ouvrir un champ de possibles, à partir desquels on va pouvoir se poser la question de quelles sont les fibres qu'on va pouvoir produire aussi, indépendamment des apports nutritifs. Qu'est-ce qu'on va pouvoir produire comme énergie sur ces sols? Comment est-ce qu'on va améliorer la qualité de l'eau? Et je sais que c'est un point important pour Delphine ici au premier rang. Et la qualité de l'eau de captage, vous avez lu les articles sur l'eau minérale. Vous savez qu'il est difficile de retirer les métabolites issus de la décomposition des pesticides et des produits chimiques dans les aquifères, et surtout les aquifères profonds. On sait aujourd'hui qu'on a détecté de très très nombreux résidus de ces produits chimiques dans les nappes phréatiques, issus de pratiques anciennes. Ça met du temps pour arriver dans la nappe phréatique. Le phénomène est en cours, il va s'aggraver. Donc avant qu'il s'aggrave encore plus, intervenons. Donc là-dessus, on a besoin de s'occuper de la qualité de notre eau. Et l'eau est ici notre bien commun qui unit toutes nos pratiques. C'est parce qu'on a de l'eau qu'on a de l'industrie, n'est-ce pas? Si on n'a pas d'eau, on n'a pas d'industrie. Donc on va avoir besoin d'un modèle intégré. Oui, bien sûr. Et puis en plus, l'avantage sur l'agriculture, c'est qu'on participe aussi à la régénération. On n'est pas uniquement dans la lutte ou dans l'adaptation, on régénère aussi. Oui. Et ça, c'est très important. Un autre point qui est vraiment en lien avec l'actualité, a fortiori avec l'actualité politique et sociale, on a tendance à avoir une espèce d'opposition affichée entre écologie et sociale. Et cela peut s'expliquer aussi par quelques mesures qui peuvent apparaître contraignantes, notamment pour les plus précaires. On a vu tout à l'heure dans votre graphique les différentes classes de la population, comment vous les avez divisées en 4, et souvent quelques mesures à forte valeur ajoutée au niveau écologique peuvent sembler difficiles pour les plus précaires. Et d'où ma question, quelles garanties peuvent aussi apporter les collectivités ou les acteurs que vous êtes dans le cadre de l'élaboration d'un plan climat pour ne pas laisser de côté les personnes dans le besoin? Je ne sais pas, je parle par exemple lors de la mise en place d'une ZNFE, d'une zone à faible émission, ou pour de la rénovation énergétique de bâtiments aussi, qui sont 2 enjeux considérables, bâtiments et mobilité. La liste est très longue, mais peut-être dans le cadre d'une ZFE, on peut penser à un enjeu en particulier qui est l'accès à l'emploi. Je reprends l'exemple de Martine, mère célibataire, qui travaille en horaire décalé. Il n'y a pas de solution de transport en commun sur un itinéraire qui ne passe pas par le centre. Donc, pas de salut aujourd'hui en dehors d'une voiture, et d'une voiture thermique, et d'une voiture diesel, parce que c'est ce qui coûte le moins cher, même si ça tombe en panne. Donc, l'accès à l'emploi est déterminant. Et là, je reviens sur le cercle vertueux
de cette initiative des véhicules intermédiaires de l'extrême défi, initiative soutenue, portée par l'ADEME. Et pour le coup, là, c'est un bon exemple d'engagement de l'État, où on coche toutes les cases. Parce qu'on va, dans cet exemple, pouvoir fabriquer le véhicule sur place, dans l'immeuble, au pied de l'immeuble. On a besoin de 50 mètres carrés pour pouvoir assembler un véhicule. 2 places de parking. Donc, c'est possible de transformer aujourd'hui des pieds d'immeuble ou des places de parking en unités d'assemblage de ces véhicules. C'est de l'assemblage qui est simple. On peut donner de l'emploi tout de suite à des gens qui ont des compétences, qui savent souder, qui savent assembler, qui connaissent un tout petit peu de mécanique, qui peuvent se former dans des cycles très courts. Le niveau de compétence requis est faible. On s'ouvre à tout le monde. Et ensuite, on porte de la qualité sociale avec des services qu'on peut animer grâce à ces équipements. On peut aller vers des familles qui n'ont pas accès à certains commerces, parce que justement, dans l'urbanisme, on a des zones d'habitat social, des zones d'industrie, etc. Ce qui fait qu'on a besoin de se déplacer parce qu'on n'a pas pensé la multifactorialité, la multifonctionnalité du territoire. On a d'un côté l'habitat pour les pauvres, de l'autre côté l'habitat pour les riches, au milieu ça peut être remis en question, hein, c'est la ville du quart d'heure. Voilà, donc la ville du quart d'heure, il faut des gabarits de mobilité du quart d'heure, et autant les produire localement avec l'occasion de créer des emplois. Et en plus, on va permettre de mutualiser ces ressources, parce que ça peut plus facilement se partager. On est à l'échelle, on n'est pas loin du vélo, et on sait qu'il y a aujourd'hui des systèmes de vélos partagés. On peut avoir des systèmes de véhicules intermédiaires partagés, et on est au service d'abord des petits commerçants, des artisans, des gens qui peuvent démarrer des activités. Il y a des cyclo-entrepreneurs, pas seulement des cyclo-logisticiens, des cyclo-entrepreneurs, des maraîchers mobiles, des électriciens mobiles, des plombiers mobiles, des rémouleurs mobiles, tous ces métiers qui peuvent aider à aller vers l'emploi, non seulement géographiquement, se déplacer, et là je dispose d'une solution, mais aussi aller vers l'emploi, vers mon métier, vers l'apprentissage, vers et des métiers également de services qui peuvent être associés à ces productions-là. Ok. Sur le territoire ici, dans Grand Nancy, ça s'appelle Grand Nancy, mais finalement c'est une petite métropole qui est très dense aussi en termes de population. Et du coup, certaines problématiques, l'eau, vous en parliez tout à l'heure, mais aussi l'alimentation. On ne peut pas travailler à l'échelle, à cette échelle-là. C'est trop petit, entre guillemets. Hein. N'y voyez rien de péjoratif, mais c'est trop petit. Il faut des bassins versants, c'est beaucoup plus complexe. Et du coup, en France, on est assez bon pour les millefeuilles administratifs et les collectivités. Comment est-ce qu'il y a une échelle finalement idéale de travail pour mettre en place un plan de transition écologique systémique, transversal, qui soit pertinent? À quelle échelle on se place? Comment on travaille ensemble? En résumé, je pense qu'il y a d'une part un message général, ensuite un message particulier. Le message général, pour moi, c'est à chaque type de problème sa bonne échelle. La question de la coexistence autour de la cage d'escalier, c'est la cage d'escalier. L'organisation du compost, c'est la cage d'escalier. Donc, il faut avoir des cercles concentriques d'action. Le territoire, ça commence par ma cage d'escalier, mon trottoir. Hier en réunion, on a eu un débat sur comment se fait-il que je doive nettoyer les fausses petites pommes qui tombent et qui viennent nettoyer, qui viennent salir, etc. Donc je n'ai pas choisi cette implantation de cet arbre-là devant chez moi, et pourtant j'en subis, etc. Même si par ailleurs l'arbre apporte de la fraîcheur, etc. Mais, donc on voit que mon trottoir, ma cage d'escalier, c'est un premier périmètre. Évidemment, c'est des babouchkas, c'est ces poupées russes qui s'enchassent les unes dans les autres. On va avoir besoin ensuite d'outils d'interopérabilité entre les différentes échelles. Ce n'est pas tant quelle échelle, c'est comment est-ce que les échelles parlent les unes avec les autres. Et il faut qu'on puisse harmoniser les cadres de référence, harmoniser les choix technologiques, harmoniser les calendriers. Et ça, ce n'est pas simple, parce que ici, vous pouvez avoir un calendrier pour un SCOT, un calendrier pour un PLUI, un calendrier pour un PAT, un calendrier pour un PCAET, un calendrier pour un SRCAET, un calendrier pour une COP territoriale. Et à chaque fois, c'est des copiles, c'est des réunions, c'est du lancement, c'est des livrables. Mais zut, là, on a fait le cahier des charges, mais là, on est au niveau des livrables. Donc, on est dans une incompatibilité des outils de programmation territoriale. Donc là, il y a un vrai enjeu.
En plus, on ne peut pas être partout. Donc, il faut qu'on se partage de l'information. Comment est-ce qu'on modularise l'information? Comment est-ce qu'on la simplifie? Je pense que la fresque que je vous ai montrée, ce dessin-là, il a l'avantage de la lisibilité pour tous. Et si vous le mettez dans les mains de différents acteurs à différentes échelles, vous voyez qu'eux peuvent lire la fresque à leur échelle, dans leur contexte, et ce faisant, disposer d'une lingua franca qui rend les échelles compatibles les unes avec les autres. Et j'en viens sur la partie aussi d'organisation. Je pense que l'agence de l'eau est un trésor. L'agence de l'eau est un trésor et un modèle. À l'échelle de l'agence de l'eau, on part d'une définition biologique du territoire, le bassin versant, et on n'est pas forcément sur une lecture administrative de tel ou tel département, même si la lecture historique des noms de nos départements, et c'est dommage que ça soit plus enseigné, nous aide à comprendre la géographie. La Moselle, etc. Enfin, il y a un lien entre les noms de territoire et les objets physiques ou biologiques qui le constituent. Donc on part du bon angle. Le bassin versant, l'espace territorial contigu. Et là-dedans, on a un deuxième trésor, c'est qu'on apprend à ne pas être d'accord. On apprend à gérer les conflits d'usage. On apprend à réunir des gens qui aimeraient que les autres ne soient pas forcément là, mais qui finalement se retrouvent autour de la table parce que par défaut, on a besoin de se répartir la ressource. Et apprendre à gérer des ressources sous contrainte, apprendre à gérer la raréfaction, apprendre à gérer les conflits d'usage, c'est nouveau. Eh ben, les agences de l'eau savent faire. Et donc, apprenons des agences de l'eau. Et utilisons ces agences de l'eau pour poser également des questions démocratiques dans d'autres registres. On pourrait utiliser les méthodes de l'agence de l'eau pour le carbone, pour la biodiversité, pour les choix industriels, pour les stratégies de formation, pour l'emploi. Parce qu'on va avoir besoin de ce raisonnement qui part d'un territoire, qui unifie les différentes composantes d'un territoire autour d'un espace commun et qui pose les questions, l'interrelation entre espèces. Finalement, les différentes parties prenantes d'une agence de l'eau sont différentes espèces d'un écosystème. Et on a besoin de penser comme ça, à l'échelle d'un bassin d'emploi, à l'échelle d'une chaîne industrielle, au service de qui on travaille. Est-ce qu'on est au service de la régénération du vivant ou d'une chaîne minérale? Est-ce qu'on est au service d'une chaîne extractive ou une chaîne qui produit de l'inclusion sociale? Tout ça, c'est les questions qu'on doit se poser et c'est un bon format pour le faire. Mais alors justement, c'est bien que vous parliez de territoire et de personnes qui travaillent ensemble. Dans le cadre du plan climat, là maintenant on en est à la mise en place des actions. Il y a un énorme enjeu qui est aussi celui de la participation citoyenne. J'entends participation citoyenne, mais aussi des TPE, aussi des scientifiques, des centres de recherche, tous les acteurs qui ont des intérêts, alors pas forcément divergents dans le cadre d'un plan climat, puisqu'on va tous vers la réduction des émissions, mais en tout cas des chemins, comme on disait tout à l'heure, qui peuvent ne pas être les mêmes. Donc, est-ce que vous auriez des conseils en termes de méthodos pour que, justement, toutes les parties s'expriment? On le voit dans toutes les démarches de démocratie participative, quasiment, sont toujours les mêmes qui parlent. Et donc, comment être plus inclusif, là, très concrètement, là, pour Grand-Nancy? Je reviens sur la diagonale du plein, qui me semble apporter une réponse à cette question. C'était inclusif parce que j'ai aussi bien échangé avec des SDF à Saint-Vallier dans la Drôme, au sud de Valence, avec des grandes bourgeoises dans une propriété magnifique, refuge LPO sur les bords de la Loire, et toutes les strates de la société au milieu. Donc ça, je peux cocher la case. Le point que je retiens derrière, c'est aller vers les gens. Ce n'est pas supposer que les gens vont venir à nous pour parler de plan climat, air, énergie, territoire. Il faut qu'on aille sur les marchés, il faut qu'on aille dans les pieds d'immeubles. Il faut qu'on aille sur le parking d'Auchan, il faut qu'on aille devant le théâtre, il faut qu'on aille devant le Crous, il faut qu'on aille devant le... il y a le Zénith ici. Ouais, il faut qu'on aille devant le Zénith. Il faut qu'on aille là où les gens se réunissent, là où les gens sont, là où on va parler et écouter. Et troisième point, il faut faire pour dire. Je pense que notre langage est incompréhensible. Kilowattheure, tonnes de CO2, CO2 équivalent. Déjà, on ne parle plus de la même chose. Parler de joules, oulala. Donc, notre langage est technicisé par nécessité, puisque nous devons comprendre les calculs, comprendre les ordres de grandeur, comprendre les interactions. Donc, nous sommes à l'échelle des sachants, et pourtant, ce savoir nous incapacite et nous charge d'une connaissance qu'on est incapable de transférer, incapable de partager. Ce qui fait que
TikTok, CNews, n'importe quel toutologue invité sur un plateau de télévision va dire n'importe quelle bêtise. Ah bah oui, alors il dit ça. Oh bah l'autre il dit ci. Oh bah je sais pas quoi. Oh bah de toute façon. Oh bah c'est fichu ma jeune dame. Et puis on va faire autre chose. Tiens, tu veux pas un steak? Bon. On connaît la chanson. Donc il faut faire pour dire. Incarner dans des propositions très concrètes, dans des temporalités courtes, où on montre tout de suite le bienfait de l'action. Et pour moi, le bienfait de l'action, on ne va pas le mesurer en tonnes de CO2, on va le mesurer en largeur de sourire. S'il y a des sourires, c'est que ça marche. Et qu'on va avoir la base pour maintenir la dynamique d'équipe et faire qu'on sera plus nombreux. J'ai pu présenter mon kit de la Diagonale au Forum de l'Emploi sur un terrain de foot synthétique à Bellevue, un des quartiers populaires de Nantes. Je faisais faire des tours de stade de foot aux petits jeunes du quartier. J'en avais un qui venait, 5 minutes après, j'en avais 3 qui venaient parce que le premier qui est venu, il dit à ses 3 potes « viens voir ». Voilà. Donc faire pour dire, ça convainc, ça crée de l'attractivité, ça permet de rallier les énergies, de montrer qu'ensemble on fait des trucs, que ça peut aller vite, qu'on n'est pas obligé de subir, qu'on n'est pas obligé de se dire qu'on va perdre, qu'on n'est que dans des scénarios de catastrophe. Notre énergie, c'est notre solution et il faut qu'on l'entretienne collectivement. Parfait. Merci beaucoup, Julien.